Charles VI est mort. Son fils, Charles VII, contrôle à peine le tiers sud de son royaume. Le reste appartient aux Anglais et à leurs alliés bourguignons. Le traité de Troyes de 1420 l'a déshérité au profit d'Henri VI d'Angleterre, un gamin de 7 ans qui porte déjà la double couronne de France et d'Angleterre. Bedford, son oncle, règne en régent à Paris. Philippe le Bon, duc de Bourgogne, a choisi le camp anglais après l'assassinat de son père en 1419 par les hommes de Charles. La Loire sépare deux mondes. Au nord, l'occupation. Au sud, ce qui reste du royaume français. Entre les deux, Orléans. Cette ville de 20 000 habitants possède un pont stratégique, l'un des derniers encore debout sur le fleuve. Celui qui prend Orléans ouvre la route du sud et peut en finir avec Charles VII. Bedford le sait. Il envoie Thomas Montagu, comte de Salisbury, avec ordre de s'emparer de la ville. Le 12 octobre 1428, les Anglais arrivent devant les murs. Salisbury est un vétéran de 60 ans, un des meilleurs généraux anglais. Il a conquis la moitié de la Normandie et du Maine. Orléans devrait tomber en quelques semaines. Le pont d'Orléans est défendu par une forteresse appelée les Tourelles. 2 tours massives reliées par un boulevard fortifié. Pour prendre la ville, il faut prendre les Tourelles. L'assaut commence le 21 octobre. Les défenseurs français tiennent 10 jours. Le 24 octobre, les Anglais entrent dans la forteresse. Mais ce même jour, un boulet de canon arrache la moitié du visage de Salisbury. Il meurt 8 jours plus tard dans d'atroces souffrances. William de la Pole, comte de Suffolk, prend le commandement. Puis John Talbot, un guerrier brutal et efficace. Ils construisent 12 bastilles autour de la ville, des fortifications reliées par des tranchées. Mais ils ne sont que 3 500 à 4 000 hommes pour encercler une cité aussi vaste. Des trous béants subsistent dans le dispositif. À l'est, le blocus n'existe pratiquement pas. Des convois parviennent à entrer, des messagers à sortir. À l'intérieur d'Orléans, Jean de Dunois organise la résistance. On l'appelle le bâtard d'Orléans parce qu'il est le fils illégitime du duc Louis d'Orléans. Il a 35 ans, une gueule cassée et une réputation de coriace. Autour de lui, des capitaines endurcis. Étienne de Vignolles dit « La hire », un gascon violent qui ne jure que par la guerre et le vin. Pothon de Xaintrailles, un autre guerrier professionnel sans pitié. Les semaines s'écoulent. Novembre, décembre, janvier. Les Français multiplient les sorties, harcèlent les bastilles anglaises, tentent de briser le siège, sans succès. Le moral chute. Les bourgeois commencent à parler de reddition. Un espion rapporte une nouvelle. Un convoi anglais quitte Chartres. 300 chariots, 1500 hommes d'escorte. Les chariots transportent des vivres pour le carême, surtout des barils de harengs salés. Si ce convoi passe, les assiégeants tiendront des mois. Dunois décide de l'intercepter. Il sort avec toutes ses forces disponibles. Charles de Bourbon, comte de Clermont, le rejoint avec des renforts. L'armée franco-écossaise compte 4000 hommes. Le convoi anglais, commandé par John Fastolf, n'en a que 1500. La victoire semble garantie. Le 12 février, près du village de Rouvray-Saint-Denis, les deux armées se font face. Mais tout dérape. Jean Stuart de Derneley, qui commande les Écossais, veut charger à pied. Dunois préfère combattre à cheval. Personne ne cède. La dispute s'éternise pendant que Fastolf, lui, agit. Il range ses chariots en cercle, y poste ses archers, plante des pieux acérés dans les intervalles. L'artillerie française ouvre le feu. Les boulets brisent quelques chariots, mais ne causent pas de dégâts sérieux. Les Écossais, impatients, chargent sans attendre. Les archers anglais tirent. Les flèches pleuvent. Les Écossais tombent par dizaines. Les Français, voyant leurs alliés se faire massacrer, arrêtent de tirer pour ne pas les toucher. Erreur fatale. Les Anglais sortent de leur retranchement et chargent. C'est la panique. Les Écossais fuient. Les Français aussi. 500 à 600 cadavres jonchent le champ de bataille. John Stuart lui-même est mort. Les chariots éventrés déversent leurs harangues sur la neige. On appellera cette débâcle la journée des harangues. À Orléans, la nouvelle tombe comme un coup près. Le siège va durer indéfiniment. Certains bourgeois tentent de négocier une trêve avec Philippe le Bon. Talbot refuse. Bedford croit toujours à la victoire totale. Le 17 avril, excédé, Philippe le Bon retire ses troupes. Les Anglais perdent quelques centaines d'hommes, mais ça ne change rien. Orléans est condamné. À la cour de Charles VII, on envisage l'impensable. Abandonner la Touraine et le Berry, se replier dans le Languedoc, attendre que le désastre se produise. Domrémy,
un village perdu de Lorraine, aux confins du duché de Bar. Jeanne, fille de Jacques d'Arc, un laboureur aisé, a 17 ans. Elle ne sait ni lire ni écrire. Elle garde les moutons, file la laine, va à la messe. Une vie ordinaire. Sauf qu'à 13 ans, elle a commencé à entendre des voix. Saint-Michel d'abord, puis Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite. Ils lui parlent. Ils lui disent qu'elle doit bouter les Anglais hors de France, lever le siège d'Orléans, conduire le dauphin à Reims pour le faire sacrer. Elle, une paysanne. Elle, une fille. Pendant 4 ans, elle garde le secret. Mais en janvier 1429, les voix deviennent insistantes. Elle doit partir, maintenant. Son père refuse catégoriquement. Alors elle ment. Elle prétend aider sa cousine qui vient d'accoucher dans le village voisin de Buré. Son oncle Durand-Laxart l'emmène. Une fois là-bas, elle lui avoue la vérité. Elle doit voir Robert de Baudricourt, le capitaine de Vaucouleurs, la forteresse la plus proche. Baudricourt la reçoit et éclate de rire. Une gamine qui veut faire la guerre, il la renvoie. Elle revient. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Sa détermination finit par troubler le capitaine. Des prophéties circulent depuis des années. Une pucelle venue de Lorraine sauvera le royaume. Elle correspond au profil. Et puis Orléans est sur le point de tomber. Que risque-t-on à essayer? Le 13 février 1429, Baudricourt cède. Il lui donne une escorte de 6 hommes. 11 jours de chevauchée à travers un territoire ennemi. Ils évitent les routes principales, voyagent de nuit. Le 23 février, ils arrivent à Chinon. Charles VII attend Jeanne dans ses appartements privés. Il a 26 ans, un visage ingrat, des jambes maigres. On dit qu'il doute de sa légitimité. Sa mère, Isabeau de Bavière, l'a publiquement désavoué. Certains murmurent qu'il serait un bâtard. Charles est rongé par l'incertitude. Son royaume s'effondre. Il n'a plus d'armée, plus d'argent, plus d'espoir. La légende veut que Jeanne l'ait reconnu au milieu d'une foule de courtisans. C'est faux. La rencontre a lieu en privé. Jeanne entre dans la pièce. Elle va droit vers Charles. Certains témoignages disent qu'elle lui parle d'un secret que seul Dieu et lui connaissent. D'autres qu'elle le rassure sur sa légitimité. Personne ne saura jamais ce qui s'est dit, mais Charles ressort bouleversé. Il l'a fait examiner par des théologiens à Poitiers. Pendant 3 semaines, des docteurs l'interrogent. Est-elle folle? Possédée? Hérétique? Les clercs rendent leur verdict. Rien ne prouve qu'elle mente. Elle est catholique, vierge, sincère. Leur recommandation: attendu la nécessité du royaume, donnez-lui sa chance. Entre le 27 mars et le 5 avril, Jeanne est de retour à Chinon pour une seconde audience, publique cette fois. Elle offre à Charles une couronne en or, symbole de sa promesse de le conduire au sacre. Charles accepte. On lui fournit une armure fabriquée à Tours, un cheval blanc, une bannière brodée de fleurs de lys et d'un Christ entre 2 archanges. Jean d'Aulon, un écuyer de 40 ans, reçoit l'ordre de l'accompagner et de lui enseigner les bases du métier des armes. Le 22 mars, depuis Blois, Jeanne envoie une lettre aux Anglais. « Vous, hommes d'Angleterre, qui n'avez aucun droit en ce royaume de France, le roi des cieux vous mande et ordonne par moi, Jeanne la Pucelle, que vous quittiez vos bastilles et retourniez en votre pays. Si vous ne le faites, je ferai un tel hahaï que pour perpétuel en sera mémoire. » Les Anglais lisent la lettre et rient. Ils la surnomment la putain des Armagnacs. En avril, elle se présente devant les capitaines de l'armée royale à Blois. Dunois, La Hire, Xaintrailles. Ces hommes ont passé leur vie à se battre. Ils voient arriver une adolescente habillée en soldat qui prétend délivrer Orléans. Certains se moquent. D'autres sont intrigués. Cette fille dégage quelque chose, une certitude inébranlable, une intensité qui dérange. Elle leur impose des règles strictes. Plus de blasphème, plus de prostituées dans le camp, messe quotidienne obligatoire. Les soldats grognent, mais obéissent. Il y a dans son regard une autorité qui ne souffre aucune contestation. Le soir du 29 avril, Jeanne entre dans Orléans. Elle chevauche sur son cheval blanc, bannière déployée, à la lumière des torches. Les habitants se massent dans les rues. Ils pleurent, ils tendent les bras pour la toucher. Depuis des mois, ils entendent parler de cette pucelle venue de Lorraine. Les prophéties disaient qu'une jeune fille sauverait le royaume. Elle est là. Le miracle est en marche. Elle défile aux côtés de Dunois. Les Orléanais crient, prient et espèrent. Pour la première fois depuis octobre, ils croient que la victoire est possible. Les jours suivants, Jeanne inspecte les fortifications. Elle chevauche dans les rues en armure. Les habitants la suivent, partout. Ils veulent l'entendre, la voir, la toucher. Depuis les bastilles anglaises, les insultes fusent. William Glasdale, qui commande aux tourelles, hurle « Putain des Armagnacs !»« Pas cher ! Retourne garder tes vaches !»
Jeanne lui répond calmement. « Glasdale, Glasdale, rendez-vous au roi des cieux. Vous m'avez appelé putain, mais j'ai grande pitié de votre âme et de vos gens. » Le 1er mai, Dunois quitte Orléans pour chercher des renforts. Jeanne reste. Elle écrit une nouvelle lettre aux Anglais. Elle l'attache à une flèche que des archers tirent vers les lignes ennemies. Glasdale la ramasse, la lie et la déchire en crachant. Le 3 mai, les renforts arrivent par convoi fluvial. L'armée française compte maintenant plusieurs milliers d'hommes. Jeanne veut attaquer immédiatement. Les capitaines hésitent. Ils préfèrent une approche prudente, contourner les positions anglaises par l'est. Le 4 mai, midi. Dunois lance une attaque sur la Bastille de Saint-Loup, à l'est de la ville. Jeanne fait la sieste. Son page la réveille en sursaut en criant qu'une bataille a commencé. Elle enfile son armure à toute vitesse, attrape sa bannière, saute sur son cheval. Elle fonce vers Saint-Loup. Quand elle arrive, les Français sont déjà à l'assaut. Elle se jette dans la mêlée, bannière au vent. Les soldats, en la voyant, redoublent d'ardeur. En quelques heures, la Bastille tombe. Les Français massacrent la garnison anglaise. Jeanne ordonne qu'on épargne les prisonniers. Elle pleure en voyant les morts. Le 5 mai, c'est l'Ascension. Pas question de se battre un jour sacré. Jeanne prie. Elle écrit une 3e lettre aux Anglais. Pas de réponse. Le 6 mai au matin, l'armée française traverse la Loire en bateau. L'objectif est la Bastille de Saint-Jean-le-Blanc, au sud du pont. Mais quand les Français arrivent, la Bastille est vide. Les Anglais l'ont abandonnée pendant la nuit et se sont repliés sur les Augustins, un ancien couvent fortifié. Jeanne ordonne l'attaque immédiate. Les capitaines hésitent. Les Augustins sont solidement défendus. Un échec serait catastrophique. Jeanne insiste. On attaque. Les Français se rudent sur les palissades. Les Anglais résistent. Des heures de combat acharnés. À un moment, les Français reculent, sur le point de se replier. Jeanne et la Hire barrent la route avec leurs lances. Ils forcent les hommes à retourner au combat. Soudain, quelque chose se produit. Une panique s'empare des Anglais. Ils fuient vers les tourelles. Les Français s'emparent des Augustins. Glasdale est maintenant isolé avec 700 à 800 hommes dans l'ensemble boulevard Tourelle, une île fortifiée au milieu du fleuve. Jeanne est blessée aux pieds pendant l'assaut, une entaille profonde. Elle retourne à Orléans le soir pour se faire soigner. Elle manque le conseil de guerre où les capitaines débattent de la suite. Certains veulent attendre des renforts, d'autres préfèrent négocier. Personne ne veut attaquer les tourelles frontalement. Le lendemain matin, on demande à Jeanne de ne pas participer à l'assaut. Elle refuse net. Elle se lève, enfile son armure malgré sa blessure au pied, saisit sa bannière et rejoint l'armée sur la rive sud. En la voyant, des centaines d'habitants d'Orléans sortent de la ville et se joignent aux soldats. Des volontaires, des artisans, des marchands. Une milice improvisée. Les capitaines sont embarrassés, mais Jeanne les convainc de les accepter. On répare le pont avec des poutres pour permettre une attaque des deux côtés. L'artillerie française pilonne les tourelles depuis l'île Saint-Antoine. L'assaut commence au lever du soleil. Les Français dressent des échelles contre les murs. Ils grimpent. Les Anglais les repoussent, les renversent dans le fossé à coups de masse, de hache, à main nue. Les Français remontent, encore et encore. Jeanne est partout, bannière en main, criant des ordres, encourageant les hommes. Puis une flèche la frappe. Un carreau d'arbalète lui traverse l'épaule entre le cou et la poitrine. Elle s'effondre. On l'emmène à l'arrière. Le bruit de sa mort se répand. Le moral des Français s'effondre. Celui des Anglais remonte, mais Jeanne reprend conscience. Elle arrache elle-même la flèche. Le sang coule à flot. La douleur est insoutenable. On lui propose de panser la plaie. Elle refuse. Elle se lève, saisit son étendard, retourne vers les murs. Les soldats français la voient réapparaître. Ils poussent un rugissement. Les heures passent. Midi. 2 heures. 3 heures. Les Français donnent tout ce qu'ils ont. Ils sont épuisés. Dunois consulte les autres capitaines. Ils sont tous d'accord. Il faut sonner la retraite. Impossible de prendre les tourelles aujourd'hui. Jeanne le voit. Elle se retire à l'écart. Elle prie. Quelques minutes. Puis elle se relève, saisit sa bannière et l'agite en direction des tourelles. C'est le signal. Un dernier assaut. Maintenant. Les Français, voyant sa bannière, se ruent une dernière fois. De l'autre côté du fossé, des habitants d'Orléans ont terminé de réparer le pont. Ils attaquent par l'arrière. Les Anglais se retrouvent pris en tenaille. Glasdale tente de fuir vers le boulevard en empruntant un pont-levis temporaire. Mais le pont s'effondre sous le poids de son armure. Il tombe dans la Loire. L'eau se referme sur lui. Il coule comme une pierre. Les tourelles tombent.
Les Français massacrent une partie de la garnison. Le reste est fait prisonnier. Près de 1000 Anglais sont morts. 600 sont capturés. Jeanne, malgré sa blessure à l'épaule, ordonne qu'on confesse les blessés, Français comme Anglais. Elle pleure en voyant l'ampleur du carnage. Dans la nuit du 7 au 8 mai, les Anglais comprennent que tout est perdu. Ils lèvent le siège et commencent à se retirer. Le dimanche 8 mai au matin, les deux armées se font face dans la plaine. Les Anglais sont en ordre de bataille. Talbot veut se battre. Il a encore des milliers d'hommes. Il peut renverser la situation. Mais Jeanne refuse le combat. C'est dimanche. On ne verse pas le sang le jour du Seigneur. Elle ordonne de dresser un autel dans la plaine. 2 messes sont célébrées. Les soldats français prient pendant que les Anglais, médusés, les regardent. Après la messe, Jeanne demande « Les Anglais ont-ils le visage tourné vers nous ?» On lui répond qu'ils regardent vers leur propre ligne, vers Meung. « Alors laissez-les partir, dit-elle. Dieu ne veut pas qu'on se batte aujourd'hui. Vous les aurez une autre fois. » Talbot hésite. Son armée est intacte. Il pourrait charger. Mais il voit le moral de ses hommes. Ils ont vu tomber les tourelles en un jour. Ils ont vu cette fille se relever après avoir été transpercée. Ils croient au miracle. Ils donnent l'ordre de retraite. Le siège est levé. 7 mois d'efforts anglais anéantis en 4 jours. Du 4 au 8 mai 1429. Saint-Loup le 4. Les Augustins le 6. Les Tourelles le 7. Le 8, il fuit. Jeanne ne s'arrête pas. Dès le 9 mai, elle veut continuer. Elle quitte Orléans et part en campagne avec l'armée royale. Jargeau tombe le 12 juin après un assaut sanglant. Suffolk se fait prisonnier. Meung-sur-Loire est prise le 15 juin. Beaugency se rend le 17 après un bref siège. Le 18 juin 1429, c'est la bataille de Patay. Les éclaireurs français repèrent l'armée anglaise en train de se positionner. Ils attaquent avant que les archers n'aient le temps de planter leurs pieux. C'est un massacre. En moins d'1 heure, 2000 Anglais sont tués. Talbot est capturé. Les Français ne perdent que quelques dizaines d'hommes. C'est l'anti-Azincourt. Charles VII, galvanisé par ses victoires, se décide enfin. Le 29 juin, il part pour Reims avec Jeanne et l'armée. Il traverse la Champagne, territoire contrôlé par les Bourguignons. Les villes ferment leurs portes, puis finissent par se soumettre. Auxerre négocie une neutralité. Troyes résiste 3 jours, puis capitule. Châlons ouvre ses portes. Le 17 juillet 1429, dans la cathédrale de Reims, Charles VII est sacré roi de France. Jeanne se tient à ses côtés, bannière à la main. Toutes ses promesses sont accomplies. Lever le siège d'Orléans, fait. Conduire le roi au sacre, fait. Mais elle veut continuer. Elle veut reprendre Paris. Charles hésite. Il préfère négocier avec les Bourguignons. Les mois s'écoulent dans l'inaction. Le 8 septembre, Jeanne lance un assaut sur Paris. C'est un échec sanglant. Elle s'est blessée à la cuisse. Le roi ordonne la retraite. L'hiver passe. Des escarmouches, quelques sièges mineurs. Jeanne s'impatiente. Le 23 mai 1430, à Compiègne, elle est capturée par les Bourguignons lors d'une sortie. Jean de Luxembourg, comte de Ligny, la vend aux Anglais pour 10 000 livres. Le procès commence à Rouen en janvier 1431. Pierre Cochon, évêque de Beauvais et fidèle des Anglais, mène l'accusation. Jeanne est seule face à 40 juges. Pas d'avocat, pas de défense. Le verdict est écrit d'avance. Le 30 mai 1431, sur la place du Vieux Marché à Rouen, Jeanne d'Arc est brûlée vive. Elle a 19 ans. Ses derniers mots sont « Jésus, Jésus ». Qu'est-ce qui a permis à une adolescente illettrée de briser un siège qui durait depuis 7 mois? Plusieurs facteurs se sont combinés. Le premier, le timing. En février 1429, la France est au plus bas. Les Français ont tout perdu. Azincourt, Verneuil, la journée des harengs. Leur roi est contesté. Leur armée est battue. Ils n'ont plus rien à perdre. L'apparition de Jeanne tombe au moment où le désespoir est total. Elle incarne une possibilité de changement radical. Le deuxième, les prophéties. Depuis des années, des rumeurs circulent. Une pucelle viendra de Lorraine et sauvera le royaume. Quand Jeanne arrive, elle coche toutes les cases. Elle vient de Lorraine. Elle est vierge. Elle prétend agir sur ordre de Dieu. Les gens veulent y croire. La croyance collective crée une dynamique psychologique puissante. Le troisième, l'effet boule de neige. La prise de Saint-Loup le 4 mai prouve que les Anglais peuvent être battus. Les Augustins tombent le 6, les Tourelles le 7.
Chaque victoire renforce la conviction que Dieu est du côté français. Les soldats se battent avec une énergie nouvelle. L'audace remplace la prudence. Le quatrième, les erreurs anglaises. Ils ont sous-estimé Jeanne. Ils l'ont insulté au lieu de négocier. Ils ont dispersé leurs forces dans 12 bastilles au lieu de concentrer leur armée. Quand les Français ont attaqué, les bastilles sont tombées une par une sans pouvoir se soutenir. Le dispositif était trop étendu pour trop peu d'hommes. Le cinquième, la géographie. Les Anglais n'ont jamais vraiment bouclé le siège. Orléans était trop grande pour 4000 hommes. Les renforts français ont pu entrer, les convois de ravitaillement aussi. La ville n'était pas affamée. Elle pouvait tenir longtemps. Les Anglais dépendaient de convois venus de Paris. Couper ces convois les affaiblissait. Le sixième, Jeanne elle-même. Elle croyait sincèrement à sa mission divine. Mais au-delà de ça, elle avait un charisme rare. Elle imposait le respect sans être noble, sans expérience, sans être un homme. Elle n'avait peur de rien. Quand tout le monde voulait battre en retraite, elle ordonnait un dernier assaut. Et ça marchait parce que les hommes la suivaient. Le septième, le rôle de l'artillerie. Les Français avaient apporté des canons depuis Blois. L'artillerie a pilonné les tourelles pendant des heures, affaiblissant les défenses. Les Anglais n'avaient pas de contre-batterie efficace. Le huitième, l'audace tactique. Attaquer les tourelles frontalement était considéré comme suicidaire par tous les capitaines expérimentés. Jeanne l'a fait quand même. Cette audace a surpris les Anglais qui s'attendaient à une approche prudente. Le neuvième, la participation populaire. Le 7 mai, des centaines d'habitants d'Orléans sont sortis se joindre aux soldats. Cette mobilisation massive a créé une pression psychologique sur les assiégés. Les Anglais se sont retrouvés face à une marée humaine. Le dixième, la blessure de Jeanne. Paradoxalement, le fait qu'elle ait été touchée et qu'elle soit revenue au combat a galvanisé les Français plus que n'importe quel discours. Elle a payé de son sang. Elle a prouvé qu'elle était prête à mourir pour sa cause. Le siège d'Orléans est un tournant décisif de la guerre de 100 ans. Avant mai 1429, les Anglais semblaient imbattables. Après, ils sont sur la défensive. Il faudra encore 24 ans pour les chasser complètement. La guerre ne s'achèvera qu'en 1453 avec la bataille de Castillon. Mais sans Orléans, il n'y aurait plus eu de royaume de France à reconquérir. Militairement, la victoire d'Orléans n'est pas un chef-d'œuvre tactique. C'est une série d'assauts frontaux coûteux en vies humaines. Les Français ont subi des pertes importantes. Mais stratégiquement, c'est un coup de génie. Briser le siège change tout le rapport de force psychologique. Politiquement, Orléans légitime Charles VII. Tant qu'il n'est pas sacré à Reims, il reste le prétendu dauphin. Le sacre du 17 juillet 1429 fait de lui le roi légitime aux yeux de tous. Jeanne lui a donné ce qu'aucune victoire militaire ne pouvait donner, la légitimité divine. Symboliquement, Jeanne incarne quelque chose de nouveau. Une paysanne qui commande à des nobles, une fille qui fait la guerre, une illettrée qui tient tête à des théologiens. Elle bouleverse l'ordre social établi. Elle prouve qu'on peut venir de nulle part et changer le cours de l'histoire. Sa mort sur le bûcher en fait une martyre. Les Anglais croient se débarrasser d'une ennemie. Ils créent une légende. 24 ans plus tard, Charles VII ordonne la révision de son procès. Il est annulé. En 1909, Jeanne est béatifiée. En 1920, canonisée. Elle devient sainte Jeanne d'Arc, patronne de France. L'histoire de Jeanne pose une question troublante. Comment une adolescente sans formation militaire a-t-elle pu réussir là où des généraux expérimentés avaient échoué pendant des mois? La réponse est complexe. Elle ne commandait pas vraiment l'armée. Les décisions tactiques venaient de Dunois, La Hire, Xaintrailles. Mais elle était bien plus qu'un symbole passif. Elle était au cœur de l'action. Elle montait aux échelles, prenait les coups, saignait avec ses hommes. Son rôle était celui d'un catalyseur. Elle a transformé une armée démoralisée en une force conquérante. Les soldats français se battaient pour elle, persuadés que Dieu était de leur côté. Cette conviction valait tous les canons du monde. Les Anglais n'ont jamais compris ce qui leur était arrivé. Ils ont perdu Orléans non pas par défaite militaire classique, mais par effondrement psychologique. Leurs soldats ont vu une fille se relever après avoir été transpercée. Ils ont cru au miracle. Et quand on croit au miracle de l'ennemi, on a déjà perdu. Bedford, le régent anglais, a été le premier à comprendre le danger. Il a immédiatement tenté de discréditer Jeanne. Il l'a qualifiée de sorcière envoyée par le diable. Il a fait circuler des pamphlets la décrivant comme une putain déguisée. Mais plus il l'attaquait,
plus elle grandissait dans l'esprit des Français. La propagande anglaise s'est retournée contre eux. Le procès de 1431 était une tentative désespérée de détruire son héritage. Si Jeanne était une hérétique, alors Charles VII devait son sacre à une servante du diable. Son règne perdait toute légitimité. Mais le procès a été tellement truqué que personne n'y a cru. Même les juges anglais savaient qu'il condamnait une innocente. La mort de Jeanne n'a pas arrêté la reconquête française. Elle l'a accélérée. Les Français se battaient maintenant pour venger une martyre. Paris est reprise en 1436. La Normandie tombe entre 1449 et 1450. La Guyane est conquise en 1453. La guerre de Cent Ans s'achève par une victoire française totale. Revenons aux chiffres. Le siège d'Orléans commence le 12 octobre 1428. Il dure 7 mois. Les Anglais construisent 12 bastilles, repoussent toutes les tentatives de sortie, battent les Français à la journée des harangues. Orléans semble condamné. Jeanne entre dans la ville le 29 avril 1429. Le 4 mai, Saint-Loup tombe. Le 6 mai, les Augustins tombent. Le 7 mai, les Tourelles tombent. Le 8 mai, les Anglais lèvent le siège. 4 jours, 96 heures. Entre le premier assaut et la victoire finale. Comment est-ce possible? Parce que Jeanne a compris quelque chose que les généraux expérimentés avaient oublié. La guerre n'est pas qu'une affaire de tactique et de logistique. C'est avant tout une affaire de morale. Les Anglais avaient une supériorité militaire. Les Français avaient désormais une supériorité morale. Et la morale l'a emporté. Les bastilles anglaises n'étaient pas imprenables. Elles étaient isolées, mal reliées entre elles, tenues par des garnisons trop petites. Chaque bastille comptait en moyenne 300 hommes. Si on les attaquait toutes en même temps, elles ne pouvaient pas se soutenir mutuellement. C'est exactement ce que Jeanne a fait. Elle a frappé vite, fort, partout à la fois. Les capitaines français connaissaient ses faiblesses, mais ils n'osaient pas attaquer frontalement. Trop risqué, trop coûteux. Jeanne a balayé ses hésitations. Elle n'avait pas l'expérience qui rend prudent. Elle avait la foi qui rend audacieux. On ne peut pas comprendre Jeanne sans comprendre la foi du XVe siècle. Pour les gens de cette époque, Dieu intervient directement dans les affaires humaines. Les miracles existent. Les saints parlent. Les prophéties se réalisent. Ce n'est pas une métaphore. C'est une réalité concrète. Quand Jeanne affirme entendre des voix, personne ne met en doute l'existence de ces voix. La question est, viennent-elles de Dieu ou du diable? Les théologiens de Poitiers ont conclu de Dieu. Cette validation ecclésiastique a été cruciale. Elle a transformé Jeanne d'une illuminée en une prophétesse légitime. Les soldats français croyaient sincèrement se battre pour Dieu. Jeanne imposait la messe quotidienne. Elle interdisait le blasphème et la prostitution. Elle faisait confesser les hommes avant la bataille. L'armée française était devenue une armée de croisés combattant des hérétiques anglais. Cette dimension religieuse a créé une asymétrie psychologique. Les Français croyaient que Dieu était avec eux. Les Anglais commençaient à en douter. Quand on doute, on hésite. Quand on hésite, on perd. La blessure de Jeanne le 7 mai est devenue une preuve de la protection divine. Une flèche lui a traversé l'épaule. Une blessure pareille devrait être mortelle ou au minimum incapacitante. Elle s'est relevée et est retournée au combat. Pour les témoins, c'était un miracle évident. Dieu protégeait sa servante. Les Anglais ont compris trop tard la puissance de cette dimension religieuse. Ils ont tenté de la retourner avec le procès de 1431. Mais brûler Jeanne a produit l'effet inverse. Elle est devenue une sainte martyre. Les Français se battaient maintenant contre les assassins d'une sainte. Jeanne n'était pas une stratège au sens classique. Elle ne savait pas lire les cartes. Elle n'avait jamais étudié l'art de la guerre. Mais elle avait un instinct tactique remarquable. Ses décisions, souvent jugées folles par les capitaines expérimentés, se révélaient justes. Attaquer Saint-Loup le 4 mai était la bonne décision. Cette bastille était isolée, à l'est, loin des autres positions anglaises. Une victoire facile qui remontait le moral. Attaquer les Augustins le 6 mai était plus risqué mais stratégiquement parfait. En prenant ce couvent fortifié, les Français isolèrent les Tourelles. Glasdale se retrouvait piégé. L'assaut final du 7 mai était considéré comme suicidaire. Les Tourelles étaient réputées imprenables. Jeanne a insisté. Elle avait raison. Les Tourelles étaient le cœur du dispositif anglais. Une fois tombées, tout le siège s'effondrait. Refuser la bataille du 8 mai était également la bonne décision. Les Anglais voulaient un affrontement en race campagne où leurs archers auraient l'avantage. Jeanne a refusé. Elle a laissé partir un ennemi démoralisé plutôt que de risquer une bataille incertaine. Décision sage qui a évité des pertes inutiles. Comment une illettrée de 17 ans pouvait-elle prendre de si bonnes décisions?
Soit elle avait un talent naturel exceptionnel, soit elle était effectivement guidée par quelque chose qui dépassait la raison humaine. Les contemporains penchaient pour la seconde explication. Les historiens modernes pour la première. La vérité importe peu. Le résultat est là. Jeanne a brisé un tabou absolu. Une femme ne fait pas la guerre. Les femmes de l'époque étaient exclues de toute fonction militaire. Elles pouvaient défendre un château assiégé en l'absence des hommes, mais jamais commander une armée en campagne. Jeanne a fait exactement ça. Elle portait une armure d'homme. Elle montait à cheval comme un homme. Elle dormait au milieu des soldats. Elle se battait au corps à corps. Les chroniqueurs anglais étaient scandalisés. Une femme habillée en homme était une abomination contre nature. C'est devenu un des chefs d'accusation lors de son procès. Mais porter des vêtements d'homme n'était pas un acte de rébellion féministe. C'était une nécessité pratique. Jeanne devait être prise au sérieux par des guerriers professionnels. En armure, elle ressemblait à un jeune capitaine. Elle pouvait commander sans qu'on remette en question son autorité à chaque instant. Sa virginité était également cruciale. Elle devait rester la pucelle, pure et intouchable. Une femme mariée ou une mère n'aurait jamais eu la même autorité morale. Sa virginité la plaçait au-dessus des préoccupations terrestres. Elle n'appartenait ni à un père ni à un mari. Elle appartenait à Dieu. Cette transgression des rôles de genre a profondément troublé ses contemporains. Les Français l'ont acceptée parce qu'elle gagnait. Les Anglais l'ont rejetée parce qu'elle les battait. Après sa mort, son statut de guerrière a été progressivement effacé. Les représentations ultérieures la montrent de plus en plus féminine, de moins en moins militaire. On préférait une sainte douce à une guerrière redoutable. Après le sacre de Reims le 17 juillet 1429, tout commence à mal tourner pour Jeanne. Charles VII a obtenu ce qu'il voulait, la légitimité royale. Il n'a plus besoin d'elle. Il préfère négocier avec les Bourguignons plutôt que de continuer la guerre. Jeanne s'impatiente. Elle veut reprendre Paris. Charles tergiverse. Finalement, il autorise un assaut le 8 septembre. C'est un échec sanglant. Jeanne est blessée à la cuisse par une flèche. Charles ordonne la retraite immédiate et dissout l'armée. L'hiver 1429-1430 est une période d'inaction forcée. Jeanne ronge son frein à la cour. Elle n'est plus la guerrière triomphante, mais une invitée encombrante. Le roi l'a anoblie ainsi que sa famille, mais il ne l'écoute plus. Au printemps 1430, les Bourguignons assiègent Compiègne. Jeanne décide d'aller aider la ville assiégée, avec ou sans autorisation royale. Elle arrive avec une petite troupe. Le 23 mai, elle tente une sortie, mais les Bourguignons sont trop nombreux. Les Français doivent se replier dans la ville. Jeanne couvre la retraite. Elle est la dernière à franchir les portes. Mais les défenseurs paniquent et ferment les portes trop tôt. Jeanne reste dehors, entourée d'ennemis. Elle se bat jusqu'à ce qu'on l'arrache de son cheval. Elle est capturée. Jean de Luxembourg, comte de Ligny, la détient. Charles VII ne fait rien pour la racheter. Il pourrait payer la rançon. Il refuse. Jeanne a rempli sa mission. Elle n'est plus utile. Pire, elle est devenue encombrante. Une prophétesse qui parle au nom de Dieu ne peut pas être contrôlée. Mieux vaut la laisser disparaître. Les Anglais, eux, comprennent l'enjeu. Ils paient 10 000 livres, une fortune, pour acheter Jeanne. Ils veulent un procès qui prouverait que Charles VII doit son trône à une hérétique. Si Jeanne est condamnée pour hérésie, le sacre devient nul. Charles redevient un usurpateur. Le procès commence à Rouen le 9 janvier 1431. Pierre Cochon préside. Cet évêque de Beauvais est un fidèle des Anglais. Il a fui Paris quand la ville est devenue trop dangereuse pour les collaborateurs. Il doit sa position aux Anglais. Il leur doit tout. Jeanne est seule face à 40 juges, tous acquis à la cause anglaise. Elle n'a pas d'avocat. Elle ne peut consulter personne. Les interrogatoires durent des heures. Les juges tentent de la piéger avec des questions théologiques complexes. Jeanne, illettrée, répond avec un bon sens désarmant. On lui demande si elle sait qu'elle est en état de grâce. Question piège. Si elle répond oui, elle fait preuve d'orgueil, un péché mortel. Si elle répond non, elle avoue être en état de péché. Jeanne répond « Si je n'y suis, Dieu m'y mette. Si j'y suis, Dieu m'y garde. » Les juges sont désarçonnés. On l'accuse de porter des vêtements d'homme. Elle explique que c'est nécessaire pour sa sécurité en prison. Les gardes anglais la violenteraient si elle portait des vêtements de femme. Les juges insistent. Porter des habits masculins est une abomination contre Dieu. On l'accuse de refuser de se soumettre à l'Église. Jeanne répond qu'elle se soumet à Dieu et à l'Église, mais qu'elle ne peut renier ses voix. Les juges affirment que ces voix viennent du diable. Elle maintient qu'elles viennent de Dieu. Le 24 mai, épuisée par des mois d'interrogatoire, menacée du bûcher, Jeanne abjure.
Elle signe un document où elle reconnaît avoir menti. On lui promet la prison ecclésiastique, des conditions plus humaines, mais on la ramène dans sa cellule anglaise, gardée par des soldats brutaux. Quelques jours plus tard, elle remet ses vêtements d'homme, soit parce qu'on les lui a imposés, soit parce qu'elle a été violentée et devait se protéger. C'est la preuve de relapse que Cauchon attendait. Elle est déclarée hérétique relapse. La sentence est la mort par le feu. Le 30 mai 1431, sur la place du Vieux Marché à Rouen, Jeanne est brûlée vive devant une foule immense. Elle a 19 ans. Le bourreau a reçu l'ordre de construire un bûcher très haut pour que personne ne puisse l'achever rapidement. Elle doit brûler longtemps pour que l'exemple soit clair. Ses derniers mots sont « Jésus, Jésus, Jésus ». Certains témoins racontent qu'un soldat anglais a pleuré. D'autres qu'un oiseau blanc s'est envolé des flammes. Le bourreau, semble-t-il, a dit « Je crains d'être damné, car j'ai brûlé une sainte femme ». Ses cendres sont jetées dans la Seine pour qu'il ne reste rien. Pas de reliques, pas de tombeau, rien qui pourrait devenir un lieu de pèlerinage. Mais les Anglais ont échoué. Ils ont créé une légende plus puissante que n'importe quelle relique. Charles VII a gardé le silence pendant 20 ans. Tant que les Anglais tenaient Rouen et la Normandie, ils ne pouvaient rien faire. Mais en 1449, la Normandie est reconquise. Rouen tombe en novembre 1449. Charles peut enfin agir. En 1452, il ordonne une enquête préliminaire sur le procès de 1431. Les conclusions sont accablantes. Le procès était truqué de bout en bout. En 1455, le pape Calixte III ordonne la révision officielle. Le procès de réhabilitation commence le 7 novembre 1455. Des dizaines de témoins sont entendus. Des habitants de Domrémy qui ont connu Jeanne enfant. Des soldats qui ont combattu à ses côtés. Des habitants d'Orléans qui l'ont vu entrer dans leur ville. Tous témoignent de sa piété, son courage, sa droiture. Le 7 juillet 1456, l'annulation est prononcée. Le procès de 1431 est déclaré nul et non avenu. Jeanne est innocente. Elle n'était pas une hérétique, elle était une bonne catholique morte pour son roi et son pays. Cette réhabilitation a une portée politique immense. Elle restaure la légitimité du sacre de Charles VII. Les Anglais ont perdu leur dernière arme contre lui. Le roi de France règne par la grâce de Dieu, sacré par une sainte femme, non par une sorcière. Mais il faudra attendre le XXe siècle pour que l'Église la canonise officiellement. Béatifiée en 1909 par Pie X, canonisée en 1920 par Benoît XV. Elle devient Sainte Jeanne d'Arc, patronne secondaire de la France aux côtés de Saint-Denis, Saint-Martin, Sainte Thérèse de Lisieux et Saint-Louis. Près de 6 siècles après sa mort, Jeanne d'Arc reste une énigme. Comment a-t-elle fait? Les historiens ont proposé des centaines d'explications. Génie militaire naturel, manipulation politique de la part de Yolande d'Aragon, troubles psychiatriques causant des hallucinations auditives, épilepsie temporale, schizophrénie, imposture orchestrée. Aucune explication ne satisfait complètement. Un génie militaire n'apparaît pas du jour au lendemain chez une paysanne illettrée. Une manipulation politique ne peut forcer une adolescente à monter aux échelles sous les flèches. Les troubles psychiatriques n'expliquent pas ces victoires militaires. L'imposture ne tient pas face aux témoignages de ceux qui l'ont connue. La vérité est probablement plus simple et plus complexe à la fois. Jeanne était une personnalité exceptionnelle tombée au bon endroit au bon moment. Elle avait un charisme naturel qui lui permettait de commander à des hommes plus âgés et plus expérimentés. Elle avait une foi absolue qui la rendait imperméable aux doutes et à la peur. Elle avait un courage physique qui l'amenait à prendre des risques que personne d'autre n'aurait pris. Croyait-elle vraiment entendre des voix? Probablement oui. Les hallucinations auditives existent et peuvent être bénignes. Ou peut-être qu'elle interprétait ses intuitions comme des voix divines. Ou peut-être qu'elle mentait consciemment pour donner du poids à ses décisions. On ne le saura jamais. Elle a emporté son secret dans les flammes. Ce qui importe, c'est le résultat. Une adolescente venue de nulle part a levé un siège qui durait depuis 7 mois. En 4 jours, elle a sacré un roi. Elle a inversé le cours d'une guerre. Elle est morte à 19 ans mais a changé l'histoire de France pour toujours. Orléans célèbre toujours la levée du siège chaque 8 mai. Des défilés, des reconstitutions historiques, une messe solennelle. Presque 600 ans après les faits, la ville se souvient de ces 4 jours de mai 1429 où tout a basculé. Le 29 avril, Jeanne est entrée dans Orléans. Le 8 mai, les Anglais levaient le siège. 4 jours. 4 jours qui ont sauvé un royaume. 4 jours qui ont créé une légende.
4 jours où une paysanne de 17 ans a prouvé qu'une personne seule, portée par une conviction absolue, peut changer le cours de l'histoire. C'est ça, le miracle d'Orléans. Pas les voix, pas les prophéties, pas les signes divins. Le vrai miracle, c'est qu'elle l'a fait. Contre toute logique, contre toute attente, elle a gagné. Et cette victoire a suffi à renverser 100 ans de défaite.